Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard de Indura et nous vous proposons aujourd'hui, donc, dans le cadre de e-risque, une webconférence sur les glissements de terrain, surveillance diagnostique et prédiction. Donc, ce webinaire est organisé avec Géolith, Ister et l'INSA de Lyon, et nous prévoyons d'être ensemble une heure environ. Alors, en deux mots, e-risque, c'est une communauté de travail et d'échange propice au développement de projets R&D dans le domaine des risques naturels gravitaires. Donc, dans ce cadre, e-risque travaille à la construction d'une offre de services et d'innovation dans ce domaine et met ses compétences et ses équipements pour former une plateforme de recherche, développement et d'innovation au service des acteurs économiques et des collectivités. Donc, c'est une communauté qui est ouverte et que vous pouvez rejoindre sans souci. Et n'hésitez pas à me contacter à ce sujet si vous le souhaitez. Donc, e-risque a souhaité construire une chaîne de connaissances web e-risque qui a pour vocation donc, de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Voilà, donc c'est dans ce cadre que se tient ce webinaire. Pour parler du sujet, donc nous avons Fabrice Guilloton de Géolith, Éric Larose de Ister et Florent Prunier de l'INSA de Lyon. Fabrice, si tu peux dire deux mots, te présenter en deux mots. Merci Margot, bonjour à tous. Je suis donc géologue géophysicien spécialisé dans les risques géologiques. Je travaille dans la société d'ingénierie Géolith depuis 23 ans, dont je suis le directeur général. Je suis également directeur adjoint du laboratoire commun d'innovation Géo3I Lab. Merci. Éric, je te laisse te présenter en deux mots aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis Éric Larose, je suis chercheur au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre depuis un peu plus de 15 ans. Je travaille de plus en plus sur les risques naturels. Ça fait 10 ans que je m'y suis vraiment mis avec un point de départ qui est la sismologie, l'étude des vibrations du sol et qui s'étend maintenant à différentes autres techniques de géophysique. Merci. Florent. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi je suis Florent Prunier, voilà, je suis maître de conférence à l'INSA de Lyon depuis 11 ans, donc en mécanique des sols. Et donc mon domaine d'expertise, c'est la modélisation numérique, spécialement les éléments finis, les lois de comportement pour les sols. Et ouais, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur le risque naturel, essentiellement pendant ma thèse et un peu après ma thèse sur les problématiques glissement de terrain côté modélisation. Voilà. Merci. Alors, deux mots sur le fonctionnement des échanges en fait, qu'on peut avoir avec vous. Donc, vous avez 3 modules discussion, lever la main et QR pour les échanges avec les conférenciers. Donc, on vous demande d'écrire vos questions dans le module QR et vous pouvez lever la main aussi en parallèle, ce qui me permettra de vous donner la parole. Donc, il vous suffira d'activer le micro. Voilà. Et on prendra donc les questions par la suite des présentations, mais vous pouvez les noter à tout moment. Je laisse la main à Fabrice pour la première présentation. Hop. Est-ce que vous voyez mon... Oui, alors à nouveau, on voit le mode présentateur, mais donc il suffit de basculer dans paramètres d'affichage. Oui. Voilà. Ah, c'est OK. Voilà, très bien. Merci. Donc, je vais vous présenter un aperçu rapide et non exhaustif du savoir-faire en ingénierie pour la surveillance des glissements de terrain. Tout d'abord, par définition, la surveillance stricto sensus est le recueil, l'exploitation, l'interprétation des données
caractérisant à la fois l'état et l'évolution d'un site dans une optique de sécurité. Pour introduire, je vous rappelle qu'un glissement de terrain évolue par phase, d'une phase de stabilité où le rapport entre les forces de gravité et de cohésion des terrains est équilibré. Une mise en mouvement qui peut provoquée par une perte de cohésion des terrains qui se traduit par des déplacements lents. Puis une phase continue où les déplacements s'amplifient lorsque des contraintes comme la pression interstitielle par exemple deviennent trop importantes. La rupture correspond au départ brutal des matériaux à des vitesses parfois très élevées. Il faut avoir à l'esprit qu'avant la rupture, les différentes phases alternent aussi bien dans l'espace que dans le temps. D'un point de vue temporel, le délai avant la rupture peut varier de quelques heures dans le cas d'une loupe de glissement à plusieurs années, voire plus dans le cas de grands glissements. L'objectif de la surveillance est donc de mettre en sécurité la population avant la rupture. Chaque site étant spécifique, les objectifs de surveillance doivent être définis de façon précise et explicite, et ceci entre tous les acteurs, c'est-à-dire la collectivité, le géologue, l'expert en instrumentation, la sécurité civile. En fonction des enjeux de l'évolution du glissement, on pourra mettre en œuvre soit une observation ou un suivi qui ont pour vocation d'acquérir une meilleure connaissance générale et qui ne peuvent être assimilés à un dispositif de surveillance et d'alerte destiné à assurer la sécurité de la population. On voit dans ce tableau que en surveillance, il est nécessaire d'avoir un dispositif de mesure et de gestion d'alerte et d'alarme automatique, voire avoir un dispositif de gestion automatique de sécurisation dans le niveau 4 de la surveillance. La gestion du risque glissement de terrain se fonde sur deux stratégies. D'une part, l'observation ou la surveillance, et d'autre part, la prévision ou la protection. En effet, pour protéger la population vis-à-vis d'un glissement de terrain, il est nécessaire de connaître les processus qui contrôlent le glissement en identifiant les mécanismes responsables du déclenchement des instabilités, suivre et comprendre l'évolution du glissement à l'aide d'une instrumentation adaptée aux objectifs de sécurité définis, et être capable de prévenir et de sécuriser la population dans des délais nécessaires à la protection. Pour ceci, la première étape est de réaliser des reconnaissances pour connaître et mieux comprendre les mécanismes. Tout d'abord, les reconnaissances géologiques, les reconnaissances morphologiques, géophysiques, qui permettent de mieux connaître le type de glissement, sa géométrie, son ampleur. Un levé topographique de précision apporte des données essentielles pour la connaissance du glissement. Ici, sur l'image, vous voyez en bas à gauche un levé laser grammétrique qui permet d'enlever la végétation. Ici, le site était entièrement recouvert de forêt et ainsi d'obtenir la surface du sol avec tous les indices d'instabilité. Les données hydrogéologiques sont fondamentales. En milieu argileux, l'eau est souvent le déclencheur et l'accélérateur des glissements. La géophysique, ici, comme les panneaux électriques, permettent de mettre en évidence les zones de circulation d'eau préférentielles et les zones argileuses aussi. L'instrumentation va permettre de comprendre la dynamique des glissements. Classiquement, on mesure les déplacements en surface et en profondeur. Pour les mesures en surface, on utilise le plus couramment des capteurs de type extensométrique, des capteurs
topographiques, à l'aide précisément de tachyomètres automatiques ou de GPS, ou encore à l'aide de tags RFID. Je vais vous présenter plus en détail cette nouvelle méthode de surveillance avec la diapo suivante. De plus en plus, nous utilisons également des mesures de déplacement surfaciques à l'aide d'images prises soit à partir de levées terrestres, aériens ou satellitaires, par LIDAR ou par radar interférométrique, qui, lorsque les conditions météorologiques le permettent, l'autorisent, permettent d'observer avec précision les surfaces topographiques. Je vous présente ici une nouvelle méthode de surveillance basée sur l'utilisation d'étiquettes d'identification radiofréquence ou encore appelées tags RFID. Cette méthode de localisation d'étiquettes par différence de phase d'ondes électromagnétiques permet de mesurer les déplacements en continu. L'avantage de ce dispositif est très bas coût, de par les coûts des tags qui coûtent uniquement quelques dizaines d'euros. Les tags sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés par fil et ont une autonomie énergétique de plusieurs années. Le système fonctionne la nuit par mauvais temps avec la présence de végétation. Actuellement, la précision est infracentimétrique. Sur la photo, ici, vous voyez un dispositif de surveillance par RFID installé sur le site, sur le glissement de Pont-Bourquin, qui est déjà en place depuis plusieurs années. Ici, sur le graphe, vous voyez les mesures de déplacement, d'une part par un extensomètre longue distance, la courbe en rouge, les mesures de déplacement par RFID, c'est la courbe en noir, et des mesures ponctuelles de précision par tachyomètre, donc les croix bleues. On constate que les mesures de tachyométrie et de RFID sont parfaitement superposées. Par contre, les mesures de l'extensomètre grande distance sont perturbées par les chutes de neige et la présence de neige. Donc, ces données acquises par RFID sont fiables et précises. Ces mesures sont visibles sur des portails de surveillance. Alors, le portail de surveillance est très important pour la gestion du risque car permet une accessibilité permanente à la surveillance en continu. Ici, c'est une capture d'écran du portail de surveillance Argos développé par Géolith. Donc, ces mesures, à partir de ces portails web, vous pouvez visualiser l'ensemble des mesures et facilement corréler les mesures entre elles et éventuellement déclencher des mesures de sécurisation. Actuellement, de nouvelles méthodes géophysiques permettent de mesurer non pas les déplacements, mais les contrastes de propriétés physiques du sous-sol, comme la conductivité, la perméabilité, la rigidité ou le potentiel électrique. Ces méthodes d'auscultation ou de surveillance peuvent fournir des aperçus sur la structure géologique, l'hydrogéologie et les propriétés mécaniques du glissement, ainsi que leur dynamique dans le temps. Ces méthodes sont très prometteuses car les changements anormaux de propriétés physiques, comme la rigidité par exemple, peuvent s'observer plusieurs jours avant la rupture. Je ne vais pas en dire plus car Éric Larose va présenter en détail après moi la surveillance de la rigidité du sous-sol à l'aide de capteurs sismiques. Je tiens à souligner cependant l'importance de coupler des mesures de déplacement en surface avec des mesures en profondeur montrant les changements rhéologiques anormaux. Pour la surveillance, il est nécessaire de corréler les mesures de déplacement et les mesures physiques
avec les mesures météorologiques. Je le rappelle, l'eau est souvent le déclencheur et l'accélérateur des glissements en faisant perdre la cohérence au sol. Sur ce graphe, vous voyez en haut en bleu les données de pluviométrie, au centre l'amplitude des déplacements et les courbes en bas, les vitesses de déplacement pour différentes cibles. Vous voyez que l'accélération des glissements est bien corrélée, ici dans ce cas, avec les événements pluvieux les plus importants. Ici, voilà. Le délai de réponse entre la pluie et la mise en accélération est un paramètre important pour comprendre la dynamique du glissant. Et effectuer un pronostic sur l'occurrence d'un glissement est toujours très compliqué. Afin d'être le plus pertinent dans le pilotage d'une crise, nous élaborons des pronostics à partir de modèles cinématiques d'évolution. Je vous montre ici le modèle de pronostic que nous avons élaboré pour la surveillance de la route RD 947 affectée par le glissement du Pas de l'Ours dans la vallée du Guil à partir de mesures tachymétriques. L'objectif était de maintenir, si possible, la route ouverte en attendant que le département des Hautes-Alpes ouvre une route de secours. Le graphe montre un modèle de divergence de type exponentiel d'un compartiment. Pour ce type de modèle, la difficulté est de retenir un critère de vitesse le plus représentatif de l'évolution du glissement. Pour ceci, la connaissance de la géologie et des mécanismes en jeu sont indispensables. Et ce critère, nous le faisons évoluer, bien sûr, en fonction des connaissances acquises au fil à mesure de l'évolution du glissement. Là, pour ce cas, nous avions élaboré un seuil à 500 mm par jour. En ordonnée logarithmique, les valeurs delta T500 correspondent à l'intervalle de temps exprimé en jours nécessaire pour enregistrer un déplacement de 500 mm si la vitesse se maintient constante et égale à la vitesse moyenne sur 24 heures. En abscisse linéaire, l'axe du temps, ici, à peu près 3 mois. Lorsque le délai de divergence est supérieur au délai d'alerte, alors la route est fermée. Ici, nous avons fermé la route, nous étions dans ce cas, et effectivement, le glissement de cette loupe, d'une partie de ce compartiment-là a atteint la route. Donc attention quand même, les pronostics doivent être considérés avec prudence. Cela reste un outil d'aide à la décision. La prédiction d'évolution des glissements de terrain est aujourd'hui en plein essor et constitue un domaine très actif. Pour la prédiction de l'évolution, nous avons besoin d'améliorer la surveillance en développant des nouvelles méthodes et technologies qui nous permettront d'encore mieux prédire à l'avance la phase de rupture et de surveiller en continu par toutes conditions météorologiques et en toute autonomie. Au sein du laboratoire Geo3 Lab, nous innovons dans ce sens. Nous avons également besoin d'outils de modélisation numérique. En effet, actuellement en ingénierie, nous n'avons pas d'outils opérationnels de modélisation numérique pour simuler l'évolution d'un glissement de terrain. Mais cela est l'objet de la 3e présentation de Florent, qui va tout nous dire sur ce challenge vraiment très important. Pardon.
nous avons besoin d'outils à la décision comme par exemple des portails de surveillance intégrant de la technologie analytique de pointe et de plateformes numériques qui permettront de capitaliser et de fusionner les données acquises au fil des années, visualiser ces données intégrées à l'échelle d'un territoire ou encore permettre de fournir des données d'entrée partagées pour les modélisations. À Géolith, nous développons actuellement des logiciels dans ce sens, des logiciels SaaS comme Argos ou Rimnat, qui sont vraiment des réels outils d'aide à la décision pour nous. Je crois que j'ai dépassé le temps accordé. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabrice. Du coup, sans transition, enfin si, avec la transition que tu as faite, on va passer à la présentation d'Éric. Oui, je vais partager mon écran. Ouais, alors Fabrice, il faut que tu arrêtes ton partage. Ou sinon, je vais l'arrêter. C'est Oui. bon. Alors, lequel est le bon? Est-ce que c'est bon là? C'est bon, c'est parfait. C'est bon comme ça, parfait. Bon. Merci encore à tous de votre participation. Je vais vous parler de sismologie pour les glissements de terrain. Donc, c'est une technique parmi d'autres pour suivre les glissements de terrain. Et je précise bien qu'il n'est pas question de substituer cette technique aux autres observations. Il s'agit d'apporter une contribution nouvelle, une observable nouvelle et complémentaire aux autres observables qui sont utiles pour suivre et décrire les glissements de terrain. Pour redire des choses très classiques sur la sismologie, bon, le principe en général, c'est d'avoir une source de vibration. Les vibrations vont se propager dans le sol. On a un récepteur. Et en général, connaissant la distance entre la source et le récepteur, on va être capable de mesurer le temps de propagation. Et lorsqu'on divise la distance par le temps, on a une vitesse. C'est la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sous-sol. Cette vitesse de propagation, alors il y a plusieurs types d'ondes sismiques, les ondes de compression et les ondes de cisaillement. Je vais surtout parler des ondes de cisaillement aujourd'hui, des ondes de cisaillement ou des ondes de surface qui sont essentiellement constituées d'ondes de cisaillement. Et l'intérêt connu depuis plus d'un siècle des ondes sismiques, c'est que les différents matériaux géologiques ont des vitesses de propagation différentes. Donc, à partir des ondes sismiques, et de l'image des ondes sismiques, on peut faire une image du sous-sol qui peut s'interpréter en termes de géologie. Ce qu'on utilise depuis un certain temps, ce n'est pas uniquement cette propriété-là, mais une deuxième propriété, qui est que pour un sol donné, pour un matériau géologique donné, la vitesse de propagation des ondes, et en particulier la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, peut évoluer. Donc là, je vous ai rappelé différents ordres de grandeur. La vitesse des ondes de cisaillement dans les roches, c'est de l'ordre de 1000 mètres par seconde. Pour les sols qui sont peu consolidés, c'est un ordre de grandeur en dessous, une vitesse d'onde de cisaillement qui peut être entre 100 et 1000 mètres par seconde. Et pour les sols qui sont très déconsolidés et gorgés d'eau, comme de l'argile, un sol très, très mou, cette vitesse des ondes de cisaillement peut être encore plus faible, de l'ordre de 10 mètres par seconde, ça a été déjà observé. Et on peut même descendre en dessous. La limite, c'est la limite d'un milieu fluide, liquide, dans lequel la vitesse des ondes de cisaillement est nulle. Pour rappel, la vitesse des ondes de cisaillement dépend essentiellement du module, du module élastique de cisaillement. Voilà. Donc, cette vitesse des ondes de cisaillement varie d'un milieu géologique à un autre sur un ordre de grandeur et peut varier au cours du temps pour un matériau géologique donné sur un ou deux ordres de grandeur, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, donc si je reprends un tout petit peu de définition de ce qu'est la vitesse sismique du point de vue mécanique, la vitesse sismique, elle va comme la racine de la rigidité sur la densité, ce qui veut dire que si on observe une baisse de vitesse sismique, on peut l'interpréter, on peut la comprendre soit comme une augmentation de la densité, ça peut arriver lorsque le contenu en eau augmente dans un sol, mais
cette densité sur le terrain, dans la nature, la densité, elle ne va pas varier sur plusieurs ordres de grandeur. Elle va varier sur quelques pourcents. Par contre, la rigidité, elle peut changer énormément et elle peut s'effondrer de plusieurs ordres de grandeur. Voilà, le challenge, si on veut suivre un glissement de terrain et d'autres édifices, puisque tout ce que je dis sur les glissements de terrain s'applique aussi dans d'autres configurations, en particulier le permafrost, qui est un autre sujet d'étude très chaud depuis quelques années, enfin très chaud ou très froid, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on dispose de sources reproductibles dans le sol disposer de capteurs reproductibles, ça c'est standard. On va mettre un capteur, on va plus y toucher pendant quelques années. Pour les sources, c'est plus compliqué. Alors, je vais vous proposer d'utiliser une technique qui a été développée depuis une vingtaine d'années, notamment à Grenoble, des travaux de Campillo à Grenoble et de Weaver aux États-Unis, d'utilisation du bruit de fond sismique. Le bruit de fond sismique, il est utilisé depuis très longtemps. Il a pour origine les vibrations qui sont liées à la météo, le vent dans les arbres, la houle océanique. Et puis, le bruit sismique a aussi pour origine l'activité humaine, le trafic routier, par exemple, l'activité industrielle. Nous produisons du bruit sismique en permanence. Ce bruit sismique, il n'est pas évident à utiliser puisqu'il est incohérent dans le temps et il est incohérent dans l'espace. C'est un bruit continu, aléatoire. En tout cas, qui a l'air aléatoire. Si les sources de bruit sont aléatoires, par contre, la propagation des vibrations dans le sol, elle n'est pas du tout aléatoire. Cette propagation, elle se fait toujours selon les lois de la physique de la propagation des ondes. Donc, c'est ça qu'on va utiliser finalement. L'idée de la technique est d'enregistrer du bruit de fond au niveau de 2 détecteurs. Ces 2 capteurs sismiques sont synchronisés. C'est important que la base de temps soit la même. Aujourd'hui, la base de temps qu'on utilise sur les numériseurs de sismologie, elle est synchronisée par GPS. C'est un challenge technologique qui est relativement bien maîtrisé, mais qu'il est important de rappeler. On va ensuite réaliser une opération de corrélation temporelle. Et cette corrélation du signal sismique obtenu par 2 capteurs va nous simuler le signal sismique qu'on aurait obtenu à l'un des capteurs si l'autre avait été une source. On appelle ça, donc c'est équivalent à de la sismologie sans source. C'est potentiellement extrêmement puissant, puisqu'on va pouvoir faire de la sismologie en se passant des sources des camions vibreurs, des explosifs, voire même des séismes. En pratique, pour la présentation d'aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas de faire de l'imagerie du sous-sol, mais de faire de la surveillance. Autrement dit, je ne m'intéresse pas aujourd'hui, là, avec ce dispositif, à avoir une image du sous-sol, ce que je peux obtenir différemment par d'autres techniques de sismologie ou de prospection électrique, prospection géophysique, mais de voir l'évolution. Et pour voir l'évolution, je vais comparer ces enregistrements, ces corrélogrammes, ces enregistrements de bruit de fond, à 2 dates différentes, donc à 2 jours successifs, par exemple. Et là, dans la petite représentation que je vous propose, la courbe rouge est arrivée, c'est la courbe de vibration sismique obtenue par bruit de fond un jour après la courbe bleue. Et je vois qu'il y a un petit déphasage. Ce petit déphasage va se mesurer, c'est un petit delta T, qui est mesuré à un temps dans l'enregistrement, qui est un temps T. C'est l'enregistrement sismique, ce n'est pas la date. Donc, on commence toujours à 0 au moment où on aurait l'équivalent d'une source sur un des capteurs, et au bout de quelques secondes, le temps T, on obtient une vibration sur le 2e capteur. Ce delta T sur T revient à faire une mesure de variation relative de vitesse des ondes sismiques dans le sous-sol. Autrement dit, dans cette expérience, les capteurs n'ont pas changé de position, donc la distance entre les capteurs est constante. Donc, s'il y a une variation de temps d'arrivée, c'est qu'il y a une variation de vitesse du matériau. On va aller sur le site du Pont-Bourquin, qui a déjà été présenté par Fabrice tout à l'heure pour la technique de surveillance RFID. Donc, on était en déplacement de surface. Là, je vais vous parler de 2 capteurs de sismologie qui ont été placés de part et d'autre du glissement de terrain, qui sont fixes en position depuis 10 ans maintenant, et qu'on a utilisé avec cette méthode de surveillance de bruit de fond sismique. Donc, on va essayer de suivre l'évolution de la rigidité du sol pendant 10 ans.
Ce qu'on observe, c'est que bon, il y a des périodes où on n'a pas de données, ça c'est lié au procédé de mise en place des capteurs. On n'est pas dans une opération de surveillance opérationnelle, hein, ça reste de la R&D. On a sur ces 10 ondes données une variation de vitesse des ondes sismiques qui oscille entre -2 et plus 2%, que vous voyez entre les barres grises ici. Ces variations qui sont liées aux conditions environnementales. Mais ce qui est important, hein, c'est de voir qu'il y a un signal de chute de vitesse sismique, donc de baisse de rigidité, en août 2010, et que cette baisse de rigidité, elle précède de 1 à 2 semaines l'activation du glissement de terrain. Ce glissement de terrain argileux, dans une phase intermédiaire de stabilité semi-stable, évolue de 1 à 2 mètres par an. Pendant la crise de 2010, d'août 2010, le glissement de terrain a avancé de 10 à 20 mètres par jour. Voilà. Donc, ce signal de baisse de rigidité, il a été mesuré grâce au bruit de fond sismique avec une antériorité de, on va dire, d'une semaine. Cette observation qui nous indique, hein, la possibilité d'utiliser un précurseur à l'activation des glissements de terrain, donc, qui est lié directement à l'évolution de la rigidité du sol. Et il a été confirmé par une dizaine d'autres sites depuis 10 ans. On a beaucoup travaillé pour déployer ce dispositif dans plein d'endroits du monde possible. Et puis pas que l'équipe de Grenoble, hein, il y a d'autres équipes qui ont déployé le même dispositif. Je pense à une équipe en Italie. Donc c'est le graphe de gauche à Montevecchio, sur le glissement de terrain de Montevecchio, c'est le travail de Laura Bertello, et où là c'est de la sismique reproductible, hein, qui a été proposée, mais c'est la même observation. On a une baisse de vitesse, donc une baisse, alors c'est une vitesse des ondes de Rayleigh, mais donc c'est équivalent à une baisse des ondes de cisaillement, donc une baisse de rigidité avec un signal précurseur quelques jours avant l'activation du glissement de terrain. Ce que je représente à droite, c'est le déplacement GPS en rouge, en haut, et l'évolution de la rigidité via la variation de vitesse sismique en bas, en noir. Et c'est dans un contexte un peu particulier où le déclenchement du glissement de terrain est lié non pas seulement à la pluie, mais aussi au séisme. Donc, c'est des choses qu'on observe difficilement en Europe, mais qu'on peut très bien observer au Pérou, et on voit que le glissement de terrain est déclenché par 2 séismes successifs. Le premier qui est ici sur ma flèche, j'espère que vous pouvez voir ma flèche, et le second ici, un peu plus tard. Le premier séisme a lieu pendant la période des pluies, et donc on voit que le glissement de terrain est activé de façon très importante. Le deuxième séisme a lieu en période sèche, donc l'activation est beaucoup plus faible, mais dans les deux cas, on peut voir que cette activation du glissement de terrain se fait avec une baisse de rigidité du sol qui est observée, qu'on observe ici. Une baisse de rigidité qui ne retrouve pas son état initial, donc on reste à -2% dans le cas du premier séisme, avec une activité très importante du glissement de terrain. Ça, c'est lié à la période de pluie. Le deuxième séisme qui déclenche le glissement de terrain, par contre, il fait baisser la rigidité, mais la rigidité remonte, donc il y a une cicatrisation du sol. Et le glissement de terrain est actif beaucoup moins longtemps. Donc, ça veut dire que cette méthode de surveillance avec le bruit de fond sismique nous permet à la fois de prédire l'arrivée d'un glissement de terrain, pas dans le cas du séisme, puisque le cas du séisme, le glissement de terrain est instantanément affecté, mais dans les cas qu'on a plutôt en Europe, où c'est plutôt le cumul de pluie et le cumul de déformation qui peut déclencher un glissement de terrain, on a un signal précurseur. Mais pas seulement, ce n'est pas la seule application. La deuxième application, c'est qu'on peut aussi suivre ce qui se passe après l'activation du glissement de terrain pour prédire à quel moment, ou en tout cas suivre comment ce glissement de terrain va se stabiliser après son déclenchement, comment le sol va regagner en rigidité après le glissement de terrain. Donc voilà, pour faire une synthèse, on a une dizaine de sites avec quasiment une dizaine d'études différentes et complémentaires qui viennent un petit peu consolider ces études, cette surveillance des glissements de terrain par bruit de fond sismique. Et ça nous permet de décrire un petit peu ce qui se passe en général dans les différentes observations. On part d'un état stable, c'est-à-dire il n'y a pas de glissement de terrain, une pente qui serait stable avec un déplacement qui serait nul.
Lorsqu'il y a quelques pourcents de variation de vitesse, de baisse de vitesse, on peut rentrer dans un mécanisme où le glissement de terrain se met en mouvement, mais très lentement. C'est un mouvement lent, en général à 1 mètre par an, par exemple, quelques centimètres à 1 mètre par an. Et toujours avec cette technique de surveillance par bruit de fond sismique, si on dépasse le pourcent ou les 2% suivant les sites de baisse de vitesse, on s'approche d'une catastrophe, on s'approche d'une déstabilisation massive qu'on peut anticiper en général. Et lorsque la déstabilisation a eu lieu ou lorsque le glissement a été perturbé par du travail de génie civil, de la stabilisation par génie civil, on peut aussi suivre la consolidation au cours du temps, la consolidation du glissement de terrain au cours du temps et repasser dans une zone critique en rouge vers une zone plus stable en jaune ou en vert. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de suivre aussi ce phénomène de reconsolidation en complément du phénomène de déstabilisation. Voilà. Et donc, l'état de déstabilisation d'un glissement de terrain, à partir de toutes ces études, on peut dire que ça dépend de la géologie, de la morphologie, du chargement de la météo. C'est le rôle de l'eau. L'eau est nécessaire pour déclencher un glissement de terrain, mais on peut aussi voir que statistiquement, ce n'est pas un paramètre suffisant. On a du mal à déterminer les seuils de déclenchement de glissement juste à partir de la météo. Dans certains cas, dans certains endroits du monde, la sollicitation sismique est très importante. En Europe, c'est aussi le cas, mais c'est quand même plus rare. Et puis, ce qui est intéressant, ce que nous apprennent ces différentes observations, c'est que la déformation accumulée et l'histoire du glissement jouent un rôle sur le déclenchement du glissement. Et ça peut être suivi, par exemple, par le bruit de fond sismique. Et je crois que j'ai un dernier transparent pour reparler de cette question des portails de surveillance. Là, j'ai remis le portail que propose Géolith, mais il y en a d'autres, évidemment, sur lequel on peut déployer ces solutions de surveillance par bruit de fond sismique, surveillance de la rigidité. Et c'est important d'avoir des systèmes qui sont intégrés pour les aspects opérationnels, évidemment. En tout cas, c'est les efforts qu'on réalise ici à ISTER et notamment dans le cadre du laboratoire commun Géo3ILab. Les applications de cette méthode de surveillance sismique, c'est, je le rappelle, les glissements de terrain, mais c'est aussi la surveillance de la rigidité pour des fondations, des talus par exemple. On a un travail actuellement en cours sur le permafrost, les glaciers rocheux, dont on découvre aussi qu'ils sont déstabilisés et qui sont bien suivis par cette méthode de bruit de fond sismique. Il y a d'autres utilisations du bruit de fond sismique que je ne mentionne pas, qui sont développées par d'autres collègues et qui peuvent être suivies par les mêmes outils. C'est l'évolution des nappes phréatiques et à plus grande échelle, le volcanisme, la géothermie et les applications de stockage profond. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais rendre la parole. Merci Eric. On va passer à la présentation de Florence sur les outils de modélisation numérique. Ok, alors, check. Pourquoi je ne vois pas ma présentation? Bon, ouais. Bon, je vois plus le. Bon, je vais partager mon écran complet parce que je ne vois plus ma présentation seule. Alors, je vais me mettre comme ça. Hop, je vais remonter tout au début, excusez-moi. Là, c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Allez, bon, très bien. Donc, moi, je vais démarrer sur les aspects plus modélisation avec des outils normalement accessibles aux ingénieurs. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Attendez, j'ai ma présentation qui ne bouge plus, il n'y a plus de souris. Là, il y a un bug. Ça marchait tout à l'heure. Et... écoute, si tu veux, je peux l'ouvrir de mon côté et la passer moi. Mais ce que j'arrive même plus à désactiver mon partage d'écran. J'ai plus de souris, j'ai plus rien. Normalement, je peux prendre la main sur ton écran. Attends, je suis en train de l'ouvrir. Hop. Et tu me diras quand passer les diapos. Du coup. D'accord, ok, merci. Bon, désolé. Ouais. On peut passer à la page suivante.
Voilà, donc bon, les enjeux de la modélisation. Donc, bon, bien sûr, au début, quand bon, on a ingénieur génie civil, géotechnicien, j'allais dire, il y a le côté justification de la stabilité d'un ouvrage ou d'un site avec des méthodes assez traditionnelles ou justification des ouvrages de renforcement. Mais voilà, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça, dans le sens où bah, justement, ça apporte aussi sur la compréhension des mécanismes physiques mis en jeu. Et ça peut être une manière aussi de compléter un petit peu ce qui est fait par ailleurs en reconnaissance en géophysique et en suivi des sites de manière plus observationnelle, hein, j'allais dire. Voilà, donc pour moi, c'est assez important d'avoir un modèle mécanique, physique en tête pour essayer de bien appréhender les mécanismes qui vont être en jeu dans les glissements. Voilà, donc on peut passer voilà, deuxième, merci Margot. Donc, alors voilà, ce qui est compliqué dans la géoscience, effectivement, bah, ça a déjà été évoqué, c'est les reconnaissances, notamment les reconnaissances géotechniques. On les a en certains points, où on fait nos forages pour aller récupérer des carottes ou faire des essais pressiométriques ou autres. Et à travers ces essais de reconnaissance in situ, on n'identifie pas complètement les propriétés mécaniques d'un sol. On a des données partielles. Et donc après, ben, par des systèmes de corrélation, on remonte parfois aux propriétés mécaniques du sol, mais pas de manière directe, par exemple. Ou si après on fait des essais en laboratoire, ben, c'est sur une carotte en un point donné, à une profondeur donnée. Donc, voilà. Donc on a des données parcellaires. Et bon, alors là, j'ai vu les aspects sur la géophysique qui sont très prometteuses et avec des beaux résultats qui permettent d'avoir des champs en surface, en profondeur. Bon, pareil, après, ben, avec la géophysique, ça ne permet pas non plus totalement de calibrer un modèle mécanique standard de mécanique des sols. Donc, ça peut être intéressant voilà, d'utiliser aussi la modélisation pour, en connaissant bien ces modèles à l'amont, qualitativement les précalibrer avec des incertitudes sur un certain nombre de paramètres. Et puis, ben, en suivant après un glissement qui a été instrumenté, de faire une boucle de retour pour recalibrer, j'allais dire, en back analysis, parfois les modèles. Et ça peut permettre d'avoir accès via la modélisation à des données à l'intérieur du massif qui n'ont pas été spécialement données par rapport à les reconnaissances. On peut passer au diapo d'après. Merci. Et donc, alors après, voilà, dans les enjeux de la modélisation, après, alors, bien sûr, on peut faire des modélisations très compliquées, d'autres très simples. Après, il faut trouver les bons compromis pour avoir suffisamment de physique à décrire et aussi faire des simulations dans un temps acceptable pour simuler divers scénarios et essayer de comprendre certains phénomènes physiques. Voilà, on peut passer à la diapo d'après, merci. Donc là, je vais passer sur un exemple que j'avais eu à traiter durant ma thèse quand j'étais à Grenoble. Un glissement de terrain qui a eu lieu à la fin des années 90, début 2000, donc en Italie. Et ce glissement, il s'est effectué sous une pente moyenne très faible, de l'ordre de 6 degrés, et avec une surface de glissement quand même en profondeur, hein, de l'ordre de 90 mètres de profondeur. Et les modèles mécaniques, j'allais dire, classiques de l'ingénierie, enfin les plus basiques, ont du mal à représenter, à considérer que cette pente pouvait être instable, même en présence d'eau, parce qu'on a quand même là, effectivement, une pente très, très faible. Et donc, si c'est suffisamment drainé, entre guillemets, c'est difficile de voir ceci. Donc, en plus des modélisations classiques, il fallait aussi se donner un critère de stabilité matérielle un peu plus performant que les facteurs de sécurité classiques utilisés en ingénierie. Donc là, on peut passer à la diapo d'après. Il y a un critère qui est finalement d'utilisation simple, qui s'appelle le critère du travail de second ordre, qui est simplement le produit double contracté des tenseurs de contrainte et de tenseurs d'incrément de contrainte, incrément de déformation. Donc c'est bien parce que c'est des variables physiques qui sont même observables par l'expérimentateur. Voilà, ce n'est pas relatif à un modèle en particulier.
Et bon, ce critère-là stipule que si cette quantité-là est négatif ou nul, alors le matériau est dans un état instable, et que si c'est positif, le matériau est dans un état stable. Et je parle de stabilité au sens physicien du terme. À la Lyapunov, ça veut dire qu'un état d'équilibre, il peut être stable ou instable. Là, c'est-à-dire qu'on peut être à l'équilibre, mais dans un équilibre instable. Voilà. Et donc, ce critère-là, il vient compléter assez bien les critères de facteur de sécurité ou de limite de plasticité quand on a à l'échelle homogène, à l'échelle du point matériel, parce que la limite de plasticité va donner la distance aux critères de rupture ultime. Mais il se trouve que dans les géomatériaux, voilà, on peut avoir des états instables bien avant cette limite. Et ce critère-là va donner les directions de chargement qui sont instables. C'est-à-dire qu'en un point donné, si je vais charger dans un certain sens, le matériau va se comporter de manière stable, alors que si je charge sur certaines directions de chargement, je vais pouvoir déclencher des instabilités, enfin, ou rendre le matériau dans un état instable. Et puis après, s'il y a une petite perturbation, on pourrait déclencher une rupture, même à l'intérieur de la limite de plasticité. Voilà. L'exemple classique pour les géotechniciens et géomécaniciens, c'est le cas de l'essai de laboratoire du triaxial non drainé sur un matériau contractant, où on sait que finalement le pic du déviateur peut être atteint avant le pic avant la limite de rupture qui est atteint dans le cas drainé. Et on est bien à l'intérieur de la limite du critère de plasticité. On peut être tout à fait à l'équilibre selon les conditions de pilotage de l'essai. En revanche, à ce pic-là, on peut déclencher soit la rupture si on pilote le déviateur, et puis soit rester dans des états d'équilibre instables si on pilote le déplacement. Voilà. Et donc là, pour le coup, on avait un facteur de sécurité correct pour l'ingénierie. Alors après, on a appliqué dans le cadre de calcul d'éléments finis. Ça reste des calculs d'éléments finis classiques pour l'ingénieur, hein, c'est-à-dire qu'en utilisant des codes commerciaux, je ne vais pas trop faire de pub, mais type Plaxis, qui sont assez couramment utilisés en ingénierie, on est tout à fait capable de faire ce type de calcul. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une loi de comportement élastoplastique avec écrouissage et non associé pour voir ces phénomènes se produire. Et donc là, on avait fait une simulation relativement simpliste du phénomène. On avait simulé des remontées de nappes. Alors, pas une nappe horizontale, il y avait quand même des écoulements. Là, on voit les traits en pointillés en bleu qui sont un peu inclinés, qui prouvent que du coup, il y avait quand même des écoulements dans le massif. Et donc, la partie au-dessus de la nappe était avec un modèle hydromécanique couplé non saturé, hein, qui permettent de prendre en compte la succion dans la partie des sols non saturés. Et alors bien sûr, on pouvait aussi tracer tous les champs de tenseur de contrainte, composants de tenseur de contrainte, tenseur de déformation ou autres. Et donc, on a aussi tracé le champ du travail du second ordre. Et on a pu voir que après de fortes pluies, si la nappe remontait à un certain niveau assez important, puisqu'on était en bord de mer, on voyait se dessiner petit à petit les zones de rupture potentielles et puis qui ont été finalement observées réellement sur le terrain. Donc, on était assez content sur ces simulations-là d'un point de vue qualitatif. Parce qu'après, d'un point de vue quantitatif, quand on regarde les valeurs de manière plus propre, on se rend compte que le travail du compteur, il est quand même légèrement positif, pas tout à fait nul. Et donc, en fait, d'un point de vue quantitatif, même si on voit dessiner les zones de rupture potentielles, on n'y est pas tout à fait. Alors après, justement, ce qui a manqué à l'époque dans ces simulations-là, c'était de faire des études de sensibilité sur les paramètres géomécaniques puis pour voir leur influence. Et, voilà. Donc là, on peut passer par exemple sur la diapo d'après. Typiquement, oui, le modèle qui était utilisé sur la partie non saturée, il prévoyait uniquement un renfort, j'allais dire, de la cohésion apparente avec la succion forte. Et à l'époque, dans le modèle, il n'y avait pas ce que je présente là dans cette diapo-là, un modèle un peu plus évolué qui permettait de représenter un optimum de cohésion apparente en fonction du degré de saturation. C'est juste ce qui permet de représenter l'expérience qualitative que tout le monde fait quand il fait des châteaux de sable avec ses enfants sur le bord de la plage. Voilà, un matériau granulaire qui est complètement saturé, il ne va pas se tenir. Donc, on est sur la photo A.
et on a des solutions très faibles. Après, avec un certain degré de saturation, on va avoir une certaine succion et on va avoir une cohésion apparente un peu optimale qui va permettre de, de construire ces belles, jolies cathédrales, c'est pas de moi. Et enfin, quand c'est trop sec, ben, on va avoir de nouveau un effondrement avec cette perte de cohésion apparente. Et donc, bon, voilà, il faut un modèle qui soit capable de reproduire qualitativement moins ceci. Et donc, en faisant varier la sensibilité du modèle, des paramètres du modèle vis-à-vis de ceci, ben, on aura peut-être pu voir l'instabilité réelle se déclencher sur ce que je vous avais présenté. Alors, il est à noter que, voilà, en paramètres géomécaniques que que je trouve qu'il n'est pas suffisamment questionné en ingénierie, par exemple, c'est sur les modèles classiques utilisés dans l'ingénierie, c'est l'angle de dilatance, notamment dans un contexte où on pourrait avoir une condition physique où on était pendant un certain temps drainé, et puis pour une raison X ou Y, un petit séisme ou quelque chose, enfin une petite sollicitation qui va donner le fait que le matériau d'un coup va être non drainé. L'angle de dilatance a une influence assez importante sur ce comportement, sur cette transition du passage drainé-non drainé, puisque là, on le voit sur la courblette d'un essai triaxial non drainé. Si j'ai un angle de dilatance nul, qui est plutôt pour un matériau contractant, voilà, on voit que typiquement sur ce chemin-là, je vais avoir un comportement potentiellement instable à partir du pic de Q, alors que avec un angle de dilatance plus fort, et donc qui correspondrait à un matériau en principe plutôt un peu plus dense, je ne vais pas pouvoir déclencher d'instabilité avant le critère de rupture. Et donc, voilà, c'est des paramètres. Attends, reste un peu sur la diapo d'avant, excuse-moi, Margot. Voilà, donc cet angle de dilatance, il peut être assez important et souvent pas toujours bien déterminé dans les reconnaissances. Alors, bon, il y a le cas du passage drainé-non drainé. Et bon, pour finir, il est aussi important dans le cadre de la simulation que j'avais donnée auparavant, où on reste drainé, mais en faisant des remontées de nappe, parce que dans ces remontées de nappe, on est sur un autre chemin qui est plutôt un chemin de… J'aurais peut-être dû mettre la diapo, mais je l'ai pas mise là, où on décharge en confinement, en pression de confinement, on décharge, mais on reste à un déviateur constant. Et sur ces chemins-là où on décharge à déviateur constant, pareil, on peut faire apparaître des pics, alors non plus là au niveau de la variable du déviateur, mais plutôt de la variable de la variation de volume. Et au pic de la variation de volume, on a le même type d'instabilité qui se produit à l'intérieur du critère de plasticité, et c'est assez sensible aussi à l'angle de dilatance. Enfin, voilà, donc j'en ai fini pour mes petites marottes sur quelques paramètres physiques que je maîtrise bien. Bien sûr, après, sur un modèle géomécanique, il y a tous les paramètres constitutifs du sol, donc notre comportement, mais en paramètres aussi importants, il y a toute la gestion des conditions limites. Alors, conditions limites mécaniques, mais notamment aussi conditions limites pour le côté écoulement de l'eau dans les sols. Et ça a corrélé avec l'hydrogéologie, qui est souvent compliquée et complexe et pas toujours bien identifiée. Et la simulation permettrait aussi de tester plusieurs scénarios d'écoulement d'eau dans les sols et puis de voir leur sensibilité au massif. Donc voilà, je pense que la simulation, ça peut avoir une certaine importance à faire dialoguer justement avec les autres communautés géophysiques, géotechniques, et à re-questionner pour essayer de comprendre un peu plus d'un point de vue qualitatif et quantitatif les mécanismes mis en jeu dans les glissements. Alors, j'ai peut-être un peu dépassé. Je m'arrête là. On dépassera peut-être un petit peu sur le temps de 12 heures en fonction des questions. J'en ai déjà une ou deux. Je vous invite à écrire vos questions dans QR et à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, je vais lire déjà la première question que j'ai, qui s'adressait plutôt à Fabrice. C'était pendant ta présentation, mais les autres pourront peut-être aussi compléter. De quoi dépend le délai de réponse entre la pluie et la mise en déplacement? Alors, ce délai de réponse dépend beaucoup de plusieurs paramètres. Tout d'abord, la géologie. Est-ce que nous sommes en présence de terrain argileux, pas argileux, et surtout de l'épaisseur du glissement, de la pente aussi.
Les compartiments les plus superficiels et les plus argileux vont réagir très très vite à la pluie, alors que les compartiments plus importants, avec une cicatrice plus profonde, vont réagir avec un délai de quelques heures, quelques jours, en fonction de leur importance. D'accord, merci. Alors, je vais juste lire la question aussi de Marc Peruzzetto qui a été répondue par écrit, mais pour que tout le monde puisse avoir la réponse. Qui était: la microsismicité est-elle déjà utilisée de manière opérationnelle pour la surveillance des glissements de terrain? Eric, je te laisse compléter. Oui, je veux bien répondre, mais je veux bien que Fabrice complète. La microsismicité, bon, c'est des technologies qui sont à la base connues depuis très longtemps et qui peuvent servir sur les glissements de terrain, hein, qui sont déployées parfois sur certains glissements de terrain. Là, je laisserai Fabrice compléter. La difficulté en général, c'est d'avoir des algorithmes de traitement qui sont suffisamment aboutis pour différencier la microsismicité qui est localisée dans le glissement de terrain et donc qui est liée à l'activité du glissement de terrain, à la microsismicité qui vient d'ailleurs, qu'elle soit naturelle, ça peut être des petits séismes qui sont distants, voire des gros séismes qui viennent de l'autre bout de la Terre, mais aussi l'activité anthropique, puisque l'activité humaine autour dans une vallée va générer aussi de la microsismicité. Donc tout ça doit être trié et ce n'est pas évident. Voilà. Je ne sais pas si Fabrice, tu veux rajouter un mot là-dessus? Oui, d'un point de vue opérationnel, il y a déjà le suivi de la microsismicité a déjà été réalisé, plus en auscultation, hein, que vraiment en surveillance proprement dit. C'est-à-dire que, par exemple, sur le glissement du Chambon, hein, il y a quelques années, donc la microsismicité a été regardée et on voyait effectivement que c'était la corrélation avec les phases d'accélération du glissement. Par contre, aujourd'hui, à ma connaissance, on n'utilise pas la microsismicité pour déclencher des alertes ou de la sécurisation. Parce que justement, on n'a pas un traitement suffisamment automatique, hein, de cette méthode. Merci. Alors, pour rester sur la sismicité, une question de Nathalie Bérangère qui demande comment est-ce qu'on s'assure de la significativité du DV sur V à mieux de 1%, alors que classiquement, la détermination directe de V n'est pas à 1% près. C'est une très bonne question, que ça me permet de préciser un point vachement important. La mesure de la vitesse, je n'ai pas de mesure dans le dispositif que je vous ai proposé, il n'y a pas de mesure absolue de la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse, on ne la connaît pas ou on la connaît à 10 ou 20% près. Par contre, on est hyper précis sur la variation en vitesse. Donc, c'est la variation relative et ça, on a une précision de l'ordre de 10-3 ou 10-4. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, avec les outils qu'on a, avec les méthodes qu'on a, de discuter de 0,1% de variation avec précision et une mesure sans aucune ambiguïté. Hein. Donc ça, on peut le mesurer. C'est ce qu'on mesure sur le terrain, c'est des variations relatives. Voilà. Après, il y a la question du seuil à partir duquel on va déclencher une inquiétude, on va dire. On va commencer à interpréter une baisse de vitesse comme une déstabilisation potentielle. Ça dépend de la géométrie du glissement de terrain, ça dépend de sa géologie, ça dépend d'autres paramètres comme la pluviométrie. Mais globalement, on a une bonne idée ça va dépendre de la profondeur surtout du glissement de terrain. Et ça, on l'a vu sur les différents sites qu'on a observés depuis une dizaine d'années. Donc, on a une bonne estimation du seuil à partir duquel on peut devenir inquiet. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous travaillez également sur l'estimation de la propagation après déstabilisation? Si oui, avec quels outils? Vitesse, distance de parcours. Ça, c'est plutôt pour la simulation numérique, je crois. Vu qu'on parle de vitesse et de temps de parcours, moi je pensais qu'on parlait encore de sismicité, mais peut-être que Marc Peruzzetto peut lever la main pour préciser. Alors, hop. Donc normalement, vous n'avez plus qu'à activer le micro. Oui. Ouais, c'est bon. Bonjour. Oui, merci pour cette présentation et pour vos réponses.
Juste là, ma question, c'est… alors, il y a un aspect simulation, mais c'est aussi, il peut y avoir des méthodes empiriques qui sont utilisées, je pense aux angles d'énergie, par exemple. Là, l'orientation de ma question, c'est peut-être plutôt pour Géolith, de manière opérationnelle. Est-ce qu'il y a des estimations d'aléas pour la déstabilisation, savoir jusqu'où ça va aller, quelles sont les zones impactées, avec des estimations de vitesse éventuelles, et si oui, comment c'est fait de manière opérationnelle dans votre bureau d'études? Est-ce que c'est des lois empiriques qui sont utilisées, donc, par exemple avec les angles d'énergie, ou est-ce que vous utilisez des outils de modélisation numérique aussi? Fabrice? Oui, j'active mon micro. Voilà. Alors, pour les glissements de terrain, on utilise peu de simulation de propagation proprement dite, sauf dans le cas de glissements rocheux, où là, on arrive mieux à avoir des choses. Sinon, bon, ce sont des modélisations de stabilité, hein, que l'on fait. Mais après, en termes de propagation, c'est plus du domaine de l'expertise et de l'emploi de lois empiriques, effectivement. D'accord. Donc, sinon, du travail pour Florent en modélisation. Alors voilà, peut-être je peux dire un mot sur les aspects modèles, parce que là, c'est vrai que ce que j'ai présenté, c'était assez orienté à l'ingénierie avec des modèles plutôt typés pour la stabilité et voilà, pour décrire jusqu'à la rupture et pas à la propagation. Après, ceci dit, ça reste quand même des modèles élastoplastiques. Donc, s'il y a des déplacements relativement faibles, on les suit, hein. Le massif là, dans le maillage n'est absolument pas rigide. Simplement, après, c'est vrai que s'il y a un glissement qui se propage rapidement avec des très grandes déformations, là, après, il faut changer de méthode numérique. En tous les cas, pas des méthodes continues, parce que voilà, ça va être le problème des maillages aimanthiens. Pour les méthodes continues, les mailles vont se déformer de trop et ça va plus fonctionner. Par contre, il existe quand même aussi des méthodes numériques type SPH, Meshless, qui permettent de décrire ce qui se passe après le déclenchement de la rupture. Alors là, je suis un peu moins spécialiste, donc d'un point de vue prédictif, je ne connais pas bien la précision en termes de prédictif, mais en qualitatif, en tous les cas, il y a déjà des choses qui se font. Et après, c'est vrai que, bon, peut-être au niveau ingénierie, il n'y a peut-être pas encore vraiment de code de calcul qui permettent de bien coupler deux codes, un peu avant la rupture et après la rupture, mais c'est des choses qui se font, qui peuvent se faire. Merci. Alors, j'ai quelques questions RFID, donc peut-être plus pour Fabrice. À quoi ressemblent les tags RFID mis en œuvre directement dans le glissement? Alors, les tags, c'est ça fait 10-20 cm de long sur quelques centimètres de large et d'épaisseur. Ah, il y a Eric qui en présente un. Voilà, Eric en a Oui, un dans voilà. la main. Parfait, merci Eric. Donc voilà, bon, vous connaissez tous les tags, hein, parce que c'est ce que vous avez, les badges d'autoroute, hein, quand vous passez le péage, c'est un tag RFID. Bon, là, on a utilisé des tags un petit peu plus voilà, passifs, enfin, suivant ce qu'ils soient alimentés ou pas, ils sont un peu plus importants, mais voilà, c'est de l'ordre, c'est ce que vous a montré Eric, donc c'est pas très important. D'accord, merci. Et donc, j'ai une question de Fabrice Coll. Alors, si je la transmets pas bien, peut-être lever la main. Qui demande en fait entre les détecteurs et les tags, quelle est la précision de détection sur les mouvements? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une très bonne question. C'est un petit peu la limitation de la méthode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la portée, hein, entre l'antenne d'émission et le réception, hein, des ondes, elle est actuellement de l'ordre de 120 mètres. Bon, à court terme, nous espérons être dans les semaines, mois qui suivent, à 200 mètres et nous travaillons pour être à 300 mètres. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut être à 300 mètres de distance et la précision n'est pas vraiment affectée en fonction de la distance. Hein. Alors, je vois qu'il y a une question sur l'amélioration de la précision. C'est vrai que
des fois de mettre des antennes, de découpler différentes antennes permet une meilleure visibilité, enfin une distance optimale, et donc de ce fait, bon, plus de précision. Mais, bon, une technologie encore en développement, vous travaillez encore du coup sur les antennes et sur la on précision. travaille encore dessus, hein, même si aujourd'hui un site va être installé de point de vue opérationnel pour la surveillance. Déjà, il y a plusieurs sites d'instrumentés au niveau RD, hein, innovation. Hein. Il doit y avoir 3-4 sites d'instrumentés où cette technologie est en cours de validation, et aussi pour développer la technologie. Donc, on va aller aussi vers des déplacements 3D, qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, quelques autres questions sur le bruit de fond sismique par rapport au capteur. Est-ce qu'il y a une distance à partir de laquelle la surveillance par bruit de fond sismique est optimale? Oui, alors effectivement, il y a des distances optimales. En fait, le problème, il vient essentiellement de la taille du glissement de terrain, puisque c'est la taille du glissement de terrain et sa profondeur qui vont contraindre à la fois les fréquences auxquelles on va regarder, on va mettre les capteurs et qu'on va enregistrer, et puis les différentes distances. Mais pour avoir une réponse simple, la meilleure stratégie sur le terrain, c'est d'aller positionner les capteurs à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres du glissement de terrain, et de préférence de part et d'autre. Si on est dans cette configuration-là, on est sûr que ça marche. Dans certains cas, les glissements de terrain sont tellement grands qu'on va aller mettre des capteurs sur les glissements de terrain. Donc ça marche très bien aussi. Hein. Simplement, on risque de le perdre si vraiment il y a une déstabilisation massive. Là où c'est plus délicat, c'est d'utiliser les capteurs sismologiques actuels du réseau national, hein, puisqu'on a une centaine de sites d'observation publics, hein, qui sont coordonnés par différentes institutions. Et eux peuvent être distants. Dans les Alpes, il doit y avoir une 30-40 stations sismologiques. Et ces stations vont être distantes de plusieurs kilomètres des glissements de terrain. Et là, on ne peut pas focaliser les études sur les glissements de terrain. Donc, on ne peut pas utiliser les réseaux qui sont actuellement mis en œuvre à l'échelle de la recherche en particulier, ou de la surveillance de la sismicité mondiale. Mais par contre, du point de vue opérationnel, pour la gestion des risques, sur un glissement de terrain, on peut aller mettre à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, des capteurs de parties des glissements. Et là, dans ce cas-là, la configuration idéale, c'est d'avoir des capteurs de part et d'autre. Voilà. Si cette configuration idéale n'est pas possible, on a d'autres tests, hein, qui montrent que quand on a des capteurs que d'un côté, ça marche. Voilà, il faut faire un tout petit peu attention au traitement des données, c'est tout. D'accord. Une dernière question. Comment améliorer concrètement les règles de prédiction type méthode 1 sur V en cas d'hétérogénéité ou d'infrastructures qui tiennent le terrain? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Est-ce que la question est claire? Sinon, on demande à Nicolas de lever la main. S'il est encore là, d'ailleurs. Nicolas Villard. Non, il a dû partir. On est en train un peu de déborder sur les 12 heures. Bon, s'il a... Ah si, il lève la main, pardon. Je te permets de parler. Oui, merci Margot. Bonjour à tous. Question peut-être plus pour Fabrice, si vous m'entendez. On t'entend mal, mais on t'entend. Oui, alors, effectivement, si il y a des infrastructures de soutènement, hein, en pied, de glissement ou ce genre de choses, effectivement, ça a forcément un impact sur la dynamique du glissement. Bon, parce que ces ouvrages vont retenir les compartiments, hein, les plus superficiels. Par contre, donc c'est pour ça qu'il est très intéressant aussi d'avoir des mesures en profondeur, hein, et les mesures physiques, hein, de changement de contraste de paramètres physiques sont très importants dans ce cas-là.
hein. Par exemple, si on prend le cas du pas de l'ours, hein, il y avait la route était déjà confortée, soutenue par des ouvrages géotechniques assez importants, hein, qui a résisté un certain temps, et après, lorsque l'ensemble du glissement s'est mis en action, ils n'ont absolument pas résisté, hein. Donc, voilà, ça rentre dans l'analyse, hein, dans la prédiction. Mais chaque cas est vraiment différent. Ça va dépendre vraiment du type d'ouvrage, de l'importance, de comment ils sont ancrés. Voilà, c'est une analyse que l'on fait cas par cas. Mais effectivement, la prédiction, ils vont agir sur la prédiction. Ça, c'est clair. Merci. Alors, désolé Nicolas, le son était mauvais, donc on n'a pas pu bien t'entendre. J'espère que ça a répondu. Alors, une dernière question, et puis après on s'arrête là, qui s'adresse, je pense, à Eric. Donc, il y a des traitements dits single station en auto et cross corrélation qui existent pour des problématiques de suivi de chambre magmatique. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour du glissement de terrain? Oui, alors donc ça me permet de revenir sur un point. Ce que j'ai présenté utilise des capteurs qui sont des capteurs en général, des capteurs verticaux. Mais les capteurs sismologiques peuvent être aussi horizontaux, et donc ça fonctionne absolument de la même façon avec les capteurs horizontaux. Premier point. Deuxième point, effectivement, il arrive qu'on ait sur le terrain des capteurs 3 composantes. Et dans ce cas-là, donc on a les 3 X, Y, Z, hein, les trois directions de vibration. Et dans ce cas-là, on va utiliser un seul capteur et on va utiliser la corrélation la comparaison entre deux orientations différentes du même capteur. Et ça nous produit des observations qui sont tout à fait cohérentes et similaires. C'est notamment ce qu'on a fait sur l'étude au Pérou. Donc la réponse est oui, ça marche très bien aussi. Le seul bémol, c'est quand on n'a qu'un seul capteur avec une seule composante et on est obligé de faire l'autocorrélation. Et là, par contre, il y a des artefacts qui sont purement instrumentaux qui se produisent, et là, je suis beaucoup plus prudent. Voilà. Donc, du point de vue opérationnel, on peut mettre un seul capteur, 3 composantes sur le terrain, de préférence sur le glissement ou vraiment juste à côté pour être sûr d'être sensible à ce qui se passe dans la partie qui bouge. Et là, dans ce cas-là, on fait une cross-corrélation intercomposante, et les résultats sont très comparables à ce que j'ai présenté sur le cas de Pont-Bourquin avec 2 capteurs verticaux de chaque côté. Voilà. D'accord, merci. On s'arrête. Merci Eric, Fabrice et Florent pour les présentations. Je vous rappelle les prochains rendez-vous IRISC. Donc, on a un prochain webinaire sur les bases des méthodes classiques de modélisation numérique lundi. Donc, ça pourra peut-être permettre de préciser ou de mieux comprendre en fait l'intervention de Florent sur la modélisation, vu qu'on aura eu les bases. Et le 11 décembre, des ateliers prospectifs sur le manteau neigeux à l'heure du changement climatique qui seront faits en collaboration avec le PARM. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur LinkedIn. Et je rappelle que IRISC est ouvert pour que vous puissiez tous y participer. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci à tous et puis à bientôt.